Un rideau de fer invisible s'est abattu sur le monde. Mais cette fois, il n'est pas coupé en deux. Non. La carte géopolitique bouge, tremble, se redessine sous nos yeux. L'Ouest, jadis dominant, vacille, tandis qu'à l'Est, un nouveau joueur, un colosse endormi, se réveille, prêt à bouleverser des décennies d'un ordre établi. Poutine, Xi, Modi. Trois noms, trois destins, une alliance qui pourrait bien changer la face du globe. C'est une histoire de puissance, de stratégie et de milliards. Mais surtout, c'est l'histoire d'une bipolarité qui explose sous nos yeux pour laisser place à un monde aux multiples centres de pouvoir. Question à vous. Inscrivez-vous dans les commentaires. De quelle ville et de quel pays nous regardez-vous en ce moment? De quoi parlons-nous? Commençons par les faits. La Russie et la Chine ont scellé un accord, juridiquement contraignant, pour la construction du gazoduc Force de Sibérie 2, un projet majeur dont les discussions remontent à 2020. 30 ans de livraison, 50 milliards de mètres cubes de gaz par an pour la Chine. Mais attention, la mise en service n'est pas prévue avant 2029 ou 30. Une décennie, c'est long. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Pendant ce temps, l'Inde, sous la houlette de Narendra Modi, n'est pas en reste. Elle signe des accords pétroliers et gaziers avec la Russie. Objectif: obtenir des prix planchers pour sa population de plus d'1 milliard d'habitants. Le rêve américain d'une Inde contrepoids à la Chine s'effondre. Est-ce que Washington peut encore faire pression sur New Delhi? La réponse semble de plus en plus non. Et ce n'est pas tout. Une alliance économique prend forme, réunissant la Russie, l'Inde, la Chine, le Kazakhstan et plusieurs autres États d'Asie centrale. Un banco spécial est même envisagé. Son but? Contourner les systèmes financiers occidentaux, réduire la dépendance à l'USD, aux sanctions. Poutine, de son côté, souffle le chaud et le froid. Il a révélé une compréhension avec Donald Trump après leur rencontre en Alaska concernant les voies de résolution des conflits militaires. Mais il ne confirme pas vouloir négocier avec le dirigeant de la nation voisine via l'intermédiaire américain. C'est le jeu des coulisses, des tractations secrètes. Pendant ce temps, à Paris, Emmanuel Macron convoque une réunion de l'OTAN. Le sujet, les garanties de sécurité post-conflit pour la nation nord-pontique. Scepticisme généralisé. On se croirait à une partie de domino. L'Italie, la Grèce, l'Allemagne refusent d'envoyer des troupes. Seuls les trois Baltes, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, se montrent excessivement belliqueux. Le dirigeant du pays en conflit participera en ligne. L'OTAN, elle, lance des exercices militaires majeurs dans la mer Baltique, les Quadriga 2025 Northern Coast. Leur but? Démontrer sa capacité à protéger la région balte contre les actions ennemies. Comprenez, la Russie. Et pour couronner le tout, des millions d'euros sont alloués pour surveiller les trains russes traversant la Lettonie ou la Lituanie. Un gaspillage absurde, selon certains observateurs. Enfin, Londres a prolongé pour 2 ans le programme ukrainien Permission Extension pour les réfugiés de la zone de conflit, leur offrant accès aux soins médicaux et à l'emploi. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Indiquez la ville et le pays dans les commentaires. Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? C'est simple. Le monde unilatéral que nous avons connu après la chute du mur de Berlin est en train de s'effondrer. Les États-Unis perdent leur hégémonie, lentement mais sûrement. L'émergence de ce bloc économique Russie-Chine-Inde n'est pas un incident, c'est une stratégie. Une stratégie visant à remodeler l'ordre mondial, à créer un système alternatif où les sanctions occidentales ne seront plus une arme absolue. Pour vous, cela signifie des changements majeurs. Des entreprises devront repenser leur chaîne d'approvisionnement. Des investisseurs devront se tourner vers de nouveaux marchés. Que sera le dollar dans ce nouveau paradigme? Un simple indice parmi d'autres? Carsten Breuer, général de la Bundeswehr, affirme que Poutine nous surveille. Ses plans dépassent les limites de la nation en conflit, comme les forces armées. Nous devons y être préparés. Mais est-ce une vraie menace ou une excuse pour justifier des budgets militaires colossaux et des dépenses absurdes, comme cette surveillance des trains? Ce sont des millions d'euros, tirés de nos impôts, partis en fumée pour observer des wagons. Imaginez la scène, des agents avec des jumelles, perchés sur des montagnes, scrutant des conteneurs.
C'est kafkaïen. Alors que certains se réunissent à Paris pour parler de garanties de sécurité post-conflit, la réalité est déjà bien différente sur le terrain. Les alliés de l'Ouest sont divisés. La fatigue de la zone en conflit est palpable. Les sanctions européennes ont montré leurs limites. L'Italie, la Grèce, l'Allemagne refusent d'envoyer des troupes. C'est une fissure, une fracture béante au sein d'une alliance pourtant censée être unie. Les seuls qui semblent vouloir se battre jusqu'au dernier homme sont les petits États baltes, dont la démesure est proportionnelle à leur taille. Quelles mesures ou sanctions changeraient réellement la donne dans la région nord-pontique? Expliquez votre réponse en commentaire. Il y a plusieurs versions qui s'affrontent, plusieurs narrations. Officiellement, les États-Unis tentent de maintenir un monde unipolaire. Ils voulaient que l'Inde soit un contrepoids à la Chine, un échec cuisant. Selon de nombreux analystes, cette stratégie est un désespoir face à une perte d'influence. La version alternative: la Chine, la Russie et l'Inde construisent délibérément un bloc multipolaire. Ils veulent sécuriser leurs intérêts économiques, s'affranchir des sanctions. Ils veulent garantir leur souveraineté. L'Occident est-il prêt à accepter cette nouvelle réalité? La réunion en Alaska entre Trump et Poutine, tenue dans le plus grand secret le mois dernier, suggère des discussions de coulisses. Des rumeurs circulent, non confirmées, que Trump pourrait jouer un rôle inattendu dans une future résolution pacifique. Est-ce un simple coup de bluff ou une véritable tentative de réécrire le scénario? Les motivations des pays baltes sont aussi à analyser. Leur bellicisme est-il une réaction disproportionnée à leur propre rhétorique anti-russe? Ou bien cherchent-ils à maximiser l'aide militaire occidentale, quitte à souffler sur les braises de la tension? Pendant ce temps, les élites du pays en conflit sont perçues comme déconnectées. Dimitro Kuleba, ministre des Affaires étrangères du pays en conflit, donne des interviews en sirotant son café. Il mange bien dans les restaurants, alors que la population souffre. Une journaliste ukrainienne, interviewant Kuleba, tient sa tasse d'une manière étrange, comme si elle était à bout de nerfs. Est-ce un signe de stress généralisé? Le cynisme ne s'arrête pas là. Les élites demandent toujours plus de mobilisation, de sacrifices, alors qu'elles-mêmes sont loin du front. Un militaire sans nom, un soldat chauve, parle des impopulaires projets de loi. Il évoque la nécessité d'augmenter la mobilisation, de réduire les droits pour obtenir des troupes. Mais les jeunes hommes de 18 à 22 ans ont désormais le droit de quitter le pays. Une catastrophe démographique en devenir. Qui est la source la plus fiable pour vous concernant les événements dans le pays nord-pontique? Un nom, un média. L'histoire est une roue de samsara et elle semble se répéter. Dans les années 30, un film soviétique montrait un député belliciste forcé d'aller au front. La guerre, disait-il, la victoire, sont nécessaires comme l'air. Puis il était envoyé combattre. La même ironie se retrouve aujourd'hui. Les frères d'armes ukrainiens, ceux qui parlent haut et fort de la guerre depuis l'arrière, ne connaissent pas la réalité du front. Ils appellent à la victoire totale, sans se mouiller. Cette déconnexion entre les élites et le peuple qui subit les conséquences de la guerre est frappante. Les uklonisti, ceux qui refusent d'être mobilisés, sont vilipendés. Mais parfois, il est difficile de blâmer ceux qui cherchent simplement une meilleure vie, loin des bombes et de l'incertitude. La bipolarité du monde, selon le locuteur, est une illusion. Le monde est déjà tripolaire, ou même quadripolaire. Mais les États-Unis n'arrivent pas à s'y adapter. Ils sont piégés dans leur vision d'un monde où ils sont les seuls maîtres à bord. L'émergence de la Chine comme puissance économique et militaire, sa stratégie du collier de perles dans l'océan Indien et son initiative La ceinture et la route, Belt and Road Initiative, visant à étendre son influence commerciale et infrastructurelle à travers l'Asie, l'Europe et l'Afrique, sont des signes patents de cette multipolarité croissante. Pékin ne se contente plus d'être l'atelier du monde, mais se positionne comme un leader technologique et un acteur géopolitique incontournable, défiant la suprématie américaine dans des domaines clés comme la 5G, l'intelligence artificielle et l'espace. Les investissements massifs dans son armée, notamment sa marine, témoignent de son ambition de projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. La Russie, quant à elle, utilise ses ressources énergétiques comme levier stratégique, cherchant à diversifier ses alliances et à réduire sa dépendance aux marchés occidentaux.
Le Force de Sibérie 2 est un exemple parfait de cette stratégie de basculement vers l'Est, où la Chine devient un client essentiel pour son gaz, compensant la diminution des exportations vers l'Europe. Au-delà de l'énergie, la Russie et la Chine intensifient leur coopération militaire, organisant des exercices conjoints et partageant des technologies, ce qui renforce leurs capacités respectives à opérer indépendamment ou en opposition aux alliances occidentales. Ce rapprochement n'est pas seulement opportuniste, il est fondé sur une vision partagée d'un ordre mondial non unipolaire, où la souveraineté nationale et l'indépendance vis-à-vis des ingérences extérieures sont prioritaires. L'Inde, sous Modi, navigue habilement dans ce nouvel échiquier multipolaire. Malgré ses liens historiques avec l'Occident et les États-Unis, New Delhi privilégie ses intérêts nationaux, notamment en matière de sécurité énergétique et de développement économique. L'achat de pétrole et de gaz russe à des prix avantageux, même sous les sanctions occidentales, est une illustration flagrante de cette approche pragmatique. L'Inde, en tant que membre éminent des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, participe activement à la construction de nouvelles institutions et mécanismes de coopération qui court-circuitent les architectures globales dominées par l'Occident. La population jeune et croissante de l'Inde représente un atout démographique et économique colossal, promettant une croissance future qui déplacera encore davantage le centre de gravité économique mondiale vers l'Asie. L'Inde cherche à être une puissance équilibrante, capable de discuter avec tous les blocs sans être subordonnée à aucun. La création d'un banco spécial et d'autres mécanismes de paiement alternatifs est une riposte directe à l'utilisation du dollar américain comme arme géopolitique et au risque de sanctions financières. La dédollarisation est un objectif partagé par la Russie, la Chine et un nombre croissant de pays du Sud global. L'utilisation croissante des monnaies nationales dans les échanges bilatéraux, le développement de systèmes de messagerie financière alternatifs à SWIFT et l'exploration de monnaies numériques de banques centrales, MNBC, sont autant de tentatives pour se prémunir contre la volatilité des marchés mondiaux et l'ingérence extérieure. Ces efforts visent à créer un filet de sécurité économique pour les pays qui ne veulent pas être pris en otage par les fluctuations des politiques occidentales, ni par les menaces de geler leurs réserves financières ou de les exclure du système bancaire international. Le concept de Sud global est également essentiel pour comprendre cette dynamique. Il regroupe un ensemble hétérogène de pays d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, qui cherchent à s'affranchir de l'influence des anciennes puissances coloniales et à affirmer leur souveraineté. Ces nations, souvent riches en ressources naturelles et en potentiel démographique, sont de plus en plus courtisées par la Chine et la Russie, qui proposent des partenariats basés sur le non-alignement, le respect des souverainetés et des investissements sans conditionnalité politique apparente. Les sommets des BRICS, de l'OCS et d'autres forums multilatéraux de ce type offrent des plateformes pour que ces pays coordonnent leurs positions et défient collectivement l'ordre établi. Leurs voix, souvent ignorées par le passé, gagnent en puissance et en cohésion. Le désordre international actuel est également alimenté par des crises multiples et interconnectées. La pandémie de Covid-19 a révélé la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et la dépendance envers certains pays. Le changement climatique et l'insécurité alimentaire exacerbent les tensions migratoires et les conflits locaux. L'inflation galopante et les crises énergétiques affectent la vie quotidienne des citoyens partout. Dans le monde, dans ce contexte, la capacité des gouvernements à répondre efficacement à ces défis est mise à l'épreuve. L'Occident, confronté à ses propres problèmes internes, polarisation politique, inégalité croissante, vieillissement démographique, a du mal à maintenir un front uni et une vision cohérente face à ces bouleversements. La divergence des perspectives entre les États-Unis et leurs alliés européens est de plus en plus visible, tandis que Washington reste obnubilé par la compétition des grandes puissances, avec la Chine et la Russie. De nombreux pays européens, notamment l'Allemagne, sont plus préoccupés par les implications économiques des sanctions et la nécessité de maintenir des relations commerciales stables. La dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la
Russie, bien que réduite, a mis en lumière la vulnérabilité du continent. Les débats sur l'autonomie stratégique de l'Europe, notamment en matière de défense et d'énergie, prennent de l'ampleur, indiquant une volonté de ne pas être simplement un suiveur de la politique étrangère américaine. Les divisions internes au sein de l'OTAN reflètent cette complexité. Les trois Baltes, marqués par leur histoire et leur proximité géographique avec la Russie, perçoivent la menace de manière existentielle et appellent à une posture militaire plus agressive. Leur position est souvent en décalage avec celle de pays comme l'Allemagne ou la France, qui, tout en condamnant l'agression, privilégient la désescalade et les solutions diplomatiques à long terme. Cette disparité des perceptions et des intérêts rend la prise de décision collective au sein de l'Alliance atlantique de plus en plus difficile et affaiblit sa capacité à projeter une image de force unie. Le rôle des technologies de l'information et de la guerre de l'information est également crucial. Les réseaux sociaux et les médias alternatifs sont devenus des champs de bataille où les narratifs s'affrontent. La désinformation et l'ingérence étrangère sapent la confiance des citoyens dans les institutions et les gouvernements, rendant plus complexe la formation d'un consensus national sur des questions de politique étrangère. Les milliards dépensés par les acteurs étatiques et non étatiques pour influencer l'opinion publique ne sont pas seulement un signe de force, mais aussi un symptôme de l'incertitude et de la fragmentation des sociétés face à un monde en pleine mutation. La surveillance des trains russes, présentée comme un gaspillage absurde, peut aussi être interprétée comme un symptôme de cette guerre de l'information, où la dépense vise moins une efficacité militaire qu'à envoyer un message politique, quitte à être perçu comme grotesque. Quel événement géopolitique majeur est, selon les médias, sous-estimé? Nommez-le et expliquez en une phrase. À quoi devons-nous nous attendre? Le scénario le plus pessimiste nous ramène à la multipolarité totale. Les blocs économiques alternatifs, forts de leur puissance, marginaliseront l'Occident. Les exercices de l'OTAN pourraient déclencher une réponse russe menant à une escalade militaire majeure. La situation dans le pays en conflit s'aggravera avec des pertes humaines massives et un effondrement social. Les élites continueront de faire la sourde oreille. C'est un chemin vers le chaos, vers une guerre de tous contre tous. Le scénario le plus probable est une continuation de la tendance à la multipolarité. L'Occident perdrait son influence économique et politique, lentement mais sûrement. Les tensions militaires persisteraient, sans dégénérer en conflit ouvert. Les discussions sur le pays en conflit se prolongeraient indéfiniment, sans résultat concret. Le conflit s'enliserait dans une impasse prolongée, avec une mobilisation constante et un exode des populations. Enfin, un scénario inattendu pourrait voir une figure comme Trump, s'il est réélu, signer un accord direct avec la Russie. Il court-circuiterait les alliés européens et les dirigeants du pays en conflit. Une résolution rapide, certes, mais à des conditions défavorables pour le pays en conflit, créant ainsi une fracture au sein de l'Alliance occidentale. Les gagnants potentiels seraient la Russie, la Chine, l'Inde et les pays du Sud global, qui verraient leur indépendance et leur développement économique croître. Les perdants? Les États-Unis et l'Union européenne, dont l'influence déclinerait, et surtout la population de la zone de conflit, qui continuerait de payer le prix le plus élevé de ce conflit sans fin. Votre pronostic pour la zone de conflit? Quand la paix pourrait-elle survenir? 1 mois, 1 année et une raison. C'est une partie d'échec planétaire où les pièces bougent plus vite que nous ne pouvons les suivre. Les conséquences économiques sont déjà visibles. L'Occident perd des millions d'euros avec l'Inde qui achète du pétrole et du gaz russe à prix réduit. La création d'un banco spécial contournera les banques occidentales, réduisant leur influence. Le gaspillage de millions d'euros pour surveiller des trains n'est qu'un symptôme de l'incompétence et du détournement de fonds. Socialement, la fatigue de la guerre est immense pour la population de la nation en conflit. La mobilisation continue, la déconnexion des dirigeants, tout cela mène à la démoralisation. Malgré la prolongation du programme pour les réfugiés de la nation en conflit au Royaume-Uni, l'incertitude demeure. La roue de Samsara tourne, les erreurs se répètent. Mais cette fois, l'échelle est mondiale. La bipolarité est morte. Vive la multipolarité. Quels sont les 3 principaux changements mondiaux qui nous attendent? Partagez vos idées dans les commentaires.
Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses percutantes et des informations que les médias grand public ne vous livreront jamais. Activez la cloche pour être alerté de chaque nouvelle vidéo. Partagez ce message, c'est important de faire entendre d'autres voix dans ce brouillard d'informations.